présence de celui qui nous réunit, même s'il n'est pas là physiquement, c'est Tissé Dachonga, il est là. Nous devons parler en sa présence, et en la présence de sa famille, en la présence de tous les amis de la démocratie. Et c'est pour moi un honneur également d'être assis à côté du professeur Lengens, à qui j'adresse un vibrant merci pour tout ce qu'il fait, pour la vérité, pour la paix, non seulement dans la région des Grands Lacs, mais également pour la paix dans le monde, tout simplement. Depuis de nombreuses années, je le remercie également pour sa contribution à l'émergence du droit dans mon pays. Je me rappelle des premiers codes zélois dont il est co-auteur, Code zélois du Rwanda, qui était comme notre Bible. Et depuis tout jeune, il fait partie des équipes qui ont construit la fac de droit. Le professeur Namaka, maître Namaka qui est là, il ne me contredirait pas. Donc, Philippe Lengens, vraiment, c'est un missionnaire du droit chez nous et je le remercie. D'abord, qu'est-ce qu'une élection? D'abord, une élection, à mon avis, l'élection, d'abord, ça vient du mot latin, c'est eligere, ça signifie choisir. Une élection est d'abord un choix. Alors, pour faire un choix, il y a des conditions pour faire un choix optimal et un choix serein. D'abord, il faut connaître les éléments du choix. Connaître les éléments du choix, être sûr que son choix sera respecté, savoir pourquoi, dans le fond, on choisit ceci que cela, avoir toute l'inquiétude pour choisir en âme et conscience. Alors, le choix, les conditions du choix. Et ça me renvoie, moi, à ce que la Fondation Carter a appelé les droits électoraux. Et les droits électoraux, la Fondation Carter a listé plus de 20 droits électoraux, parmi lesquels il y a notamment le droit de participer aux affaires publiques de son pays. Chaque citoyen a droit de participer, un droit égal de participer aux affaires de son pays. Il y a le droit de vote, le fait de pouvoir voter et d'être mis dans les conditions de pouvoir voter. Le droit au vote secret, le droit au suffrage égal. Le suffrage égal, c'est simplement de dire que chaque personne a une voix. Voilà. Donc, toute une liste de droits électoraux. Voilà. Alors, mon hypothèse, à moi, quand je regarde ce qui se passe dans la région des Grands Lacs, où tous les indicateurs sont au rouge. Tous les indicateurs sont au rouge. Au Rwanda, vous voyez un chef de l'État qui dit qu'il est prêt à faire la guerre. Vous voyez des gens qui sont embastillés littéralement pour la simple raison qu'ils ont osé dire qu'ils proposeraient autre chose. Vous voyez un silence plat dans la rue, partout, parce que les gens ont peur, ils sont dans un système où ils ne s'expriment pas. Et vous voyez maintenant alors, tous les rapports qui font état de malversations connues et même inconnues, des rapports de Human Rights, des rapports d'Amnesty, etc., qui nous disent que ça va pas bien. Il n'y a que ceux qui sont au pouvoir qui disent que tout va bien. Et au Burundi, quand je lis un rapport comme celui de la Ligue ITK, et quand vous voyez depuis février 2015, à la fin de l'année, combien de gens sont morts, combien de gens ont été arrêtés, emprisonnés, combien de gens ont dû quitter le Burundi, j'entendais dernièrement le président de la République en déplacement dans la province du Burundi, qui donne 15 jours pour que les rebelles aient déposé, et qui, s'adressant aux populations locales, dit « Téléphonez à ces rebelles, c'est vos amis, c'est vos parents, c'est vos cousins et frères, dites-leur de déposer, je leur donne 15 jours.
Et ça me rappelle un officier, un haut officier de l'armée rwandaise qui a dissigné, s'est adressé aussi à un groupe de population qui leur a dit de téléphoner aux gens des FDLR, c'est vos parents, vos cousins et amis, sinon quand nous allons intervenir, on va tout raser. Ça signifie que minuit moins 5, c'est comme dire que quand nous allons venir, on ne va pas faire le tri, on va balayer. Ça, c'est une préoccupation. Quand vous voyez au Congo déjà, j'entendais dernièrement le bâtonnier, l'actuel bâtonnier à Kinshasa, maître Jean-Joseph Mukendi Wamulumba, qui dit que les massacres auraient commencé à Beni. Peut-être que cela nous a parlé que les massacres seraient commencés déjà à Beni, à l'est du Congo. Je vois la conférence des évêques réunis à Kindu, dans le Maniema, qui disent que le pouvoir doit faire quelque chose, sinon le pays va brûler. Je vois le cardinal Monsengo qui interpelle le président Kabila, qui lui dit littéralement que le peuple se fait tuer parce qu'il réclame la liberté. Donc, je vois des emprisonnements. Eugène Diomindongala du Parti chrétien, je vois Christopher Rengoy de Voix des Sans-Voix, je vois des membres, Ichebeya, etc., qui a été tué, et voilà, Bazana, etc., des assassinats. Et ça ne fait que commencer. Je vois maintenant la brutalité judiciaire à l'encontre d'un patriote comme Moïse Katumbi, où on voit que le pouvoir cherche à le broyer très rapidement, quitte à violer toutes les règles élémentaires de droit, dont les indicateurs sont rouges. Alors, mon hypothèse, c'est de dire simplement que les droits électoraux ne sont pas respectés par ceux qui sont au pouvoir, et ils le font de façon systématique. Et donc, l'idée qui m'habite aujourd'hui, c'est tout simplement que l'élection est devenue un poison dans la région des Grands Lacs. Les gens sont morts, beaucoup de gens sont morts, et les gens continueront certainement à mourir. Et j'essaye de voir pourquoi cet état de choses. D'abord, l'élection est fonction d'abord d'un certain environnement juridique. Et la première idée, c'est qu'il perdure dans la région des Grands Lacs et dans tous les 4 pays, Burundi, Ouganda, Rwanda, je n'ai pas parlé de l'Ouganda, où on fait vraiment une sorte de chasse systématique à l'égard des opposants, Dr. Ikiza Besike, qu'on a arrêté le même jour de la pression de serment de Museveni. Donc, rien ne va bien. Évidemment, j'espère que le professeur Rengens va nous amener de meilleures nouvelles, parce qu'il y a d'autres pays où il y a eu des transitions sans faute, le Bénin, le Niger récemment, en Côte d'Ivoire, etc., au Sénégal, etc. Mais dans la sous-région qui est la nôtre, tout va mal et ça ne fait que commencer. Alors, un environnement juridique sommet d'embûches, mes amis. D'abord, un cadre légal inapproprié dans tous ces pays. Quand je parle du cadre légal, je vais d'abord parler de la loi fondamentale qui est la Constitution. Et je trouve que, aussi bien au Rwanda qu'au Congo, qu'en Ouganda, qu'au Burundi, la Constitution est pour le moins circonstanciée. Une Constitution circonstanciée, d'ailleurs, c'est un euphémisme, parce que la Constitution, tout simplement, c'est comme si elle n'existait pas. Il existe quelque chose qui est un outil entre les mains des dirigeants pour qu'ils se maintiennent au pouvoir. Prenons le simple exemple du Rwanda où, lors des dernières élections au suffrage universel, on a ratifié, on a plutôt plébiscité une constitution en fait qui ne sert que d'imperméable pour le président au pouvoir, pour qu'il puisse se maintenir et assurer une présidence à vie. On a beaucoup parlé de cette mascarade qui a eu lieu en décembre dernier, mais quand vous voyez, même si vous n'êtes pas initié en droit ou en lecture de texte,
Quand vous voyez par exemple l'article 172, où on nous relate les succès du régime, on nous dit il a tellement bien dirigé, bien géré, il a développé le pays, et on a besoin de lui, on lui donne une transition septennale qui absolument ne se justifie pas. Donc des stipulations totalement superfétatoires, mais pour assurer le maintien au pouvoir d'un régime qui a déjà fatigué le peuple rwandais. Ça, c'est au Rwanda où ils ont eu le culot de tout changer. En Ouganda, Museveni avait commencé depuis 2005 et il avait changé la constitution, il avait extirpé tout ce qui concerne la limitation de mandat. Normalement, quand on prend de l'âge, on devient sage, mais lui, il prend de l'âge, il devient moins sage. Alors c'est lui qui a tout changé. Le premier, il a inspiré Kagame naturellement, qui vient de changer. Au Congo et au Burundi, c'est un peu subtil. Kabila n'a pas dit officiellement qu'il change la constitution. Il a simplement mis en route d'autres interventions législatives qui devraient compliquer la tâche à la CENI, de sorte que la CENI n'arrive pas à s'en sortir avec les échéances que l'on a. Cette loi électorale qui annonce des préalables que matériellement il n'était pas possible de respecter. Évidemment, la polémique ample de plus en plus et le pouvoir a reculé sur un certain nombre de dispositions, notamment la question du recensement préalable pour notamment intégrer les nouveaux majeurs. Ils ont reculé, mais il reste toujours des chantiers dans cette loi déjà ratifiée en février, de sorte que la CENI ne pourra pas s'en sortir. Donc, un cadre légal inapproprié. En deuxième lieu, je constate le phénomène du jeu institutionnel délibérément forcé. Le jeu des institutions est délibérément forcé par les tenants du pouvoir. Et je déplore d'abord l'ignorance des institutions et de la fonction et de la mission des institutions chez nous, où les gens ne savent pas à quoi sert la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi, au lieu, par exemple, de formuler des recours, l'opposition et la société civile souvent appellent les gens à la rue, alors qu'ils n'ont même pas exercé le recours nécessaire pour savoir au moins qu'on a dit non, mais on appelle les gens à la rue. Or, quand on appelle les gens à la rue, c'est déjà la violence qui commence. Donc, le jeu institutionnel est faussé. Les institutions existent, mais les institutions sont sous la botte des tenants du pouvoir, au Rwanda, au Congo, partout. Le patron, il se fait obéir au doigt et à l'œil. Le Parlement, on le convoque comme ça, en 2014, on dit voter une loi. On a vu dernièrement comment Kinshasa, à peu près 200 députés de la majorité ont écrit une pétition pour demander à la Cour constitutionnelle de donner une interprétation de l'article 70, le fameux article 70, qui dit simplement que le président reste en fonction jusqu'à la prestation de serment du nouveau. Mais le texte ne dit pas que le président n'organise pas les élections pour rester au pouvoir. Alors la Cour constitutionnelle nous a dit simplement que le président Kabila restera au pouvoir jusqu'à l'arrivée du nouveau président. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien du tout. En fait, c'est comme nous dire que Noël est en décembre. Mais directement, la mouvance, ils ont jubilé. Et le côté de l'opposition, on a dit, voyez, ça y est, la Cour constitutionnelle autorise Kabila à rester au pouvoir. Ce n'est pas vrai. On ne sait pas, les populations ne savent pas à quoi servent les institutions. On n'a pas mis en place des programmes. Je crois que peut-être c'est l'une des missions d'un institut comme le vôtre, de sensibiliser pour qu'au moins les populations sachent les institutions servent à quoi, pour qu'au lieu directement de jouer le jeu du pouvoir en embarquant les populations
dans la rue, parce que c'est déjà le processus de violence qui commence, pour qu'au moins on exerce légalement les recours nécessaires. Alors donc, quand vous voyez ce phénomène de détournement des institutions, vous voyez au Burundi la façon dont la CENI a été complètement débordée par la violence, et 2 dames, membres de la CENI, ont écrit officiellement des lettres au président pour dire qu'elles ne peuvent pas sereinement travailler parce qu'il y a un climat d'insécurité. Et ceux qui ont dû rester en poste, c'est comme s'ils s'engageaient à jouer le jeu du pouvoir. Alors donc, vous voyez, il n'y a pas de vie institutionnelle digne de son nom dans nos pays, et les tenants du pouvoir n'ont pas la volonté, le cadre légal ne s'apprête pas aux élections dignes de son nom, et c'est pourquoi la violence est le fait présent de bout en bout, et la menace est permanente, la menace d'expression de la violence. Et l'expression de la violence qui joue le jeu, en fait, c'est ce que souhaitent les tenants du pouvoir, parce qu'ils se sont préparés, ils ont cette armée qui a leur poste d'armement, qui a leur cause. Museveni dit avoir modernisé, professionnalisé l'armée. En fait, il en a fait un outil sous ses ordres. Il est sûr que s'il y a une guerre, il va la gagner. Rien du tout. La vie est Kagame. Au lieu de penser aux millions d'êtres humains que nous avons déjà perdus, il dit « je suis prêt pour la guerre ». Alors, ceci m'amène au deuxième volet de mon intervention, c'est les pesanteurs culturelles et conjoncturelles qui prévalent dans le sujet des grands lacs et qui sont antinomiques à la démocratie. Ces pesanteurs, le premier point de ces pesanteurs, c'est même la notion même de chef. En Afrique subsaharienne, moi je n'ai pas eu la chance d'étudier la sociologie, mais je crois qu'il y a des recherches à faire, il y a des travaux à faire pour comprendre en fait pourquoi la démocratie ne marche pas ou marche très mal. La notion de chef. Dans l'esprit de Museveni, quand vous l'entendez dans ses discours, lui il dit « je suis né pour diriger ». Je suis né pour diriger. Il raconte dans son autobiographie que lorsqu'il est né, on l'a mis directement sur une vache, on lui a donné un arc de flèche, on lui a dit défends ta vache. Alors c'est comme si sa vache, en fait, c'est l'Ouganda. Il dit ma vache se porte bien et j'ai planté une bananerie, je ne peux pas partir au moment où ma bananerie commence à produire. Donc lui, il est né pour diriger. Donc en Afrique, on est chef, on ne le devient pas au hasard des circonstances. Ce n'est pas parce que vous avez 2 doctorats que vous avez eu aux États-Unis, que vous parlez anglais, français et que vous pouvez venir et diriger. Le chef, il est né chef, il ne peut pas le devenir. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un qui a fait les meilleures études, il arrive dans un gouvernement chez nous, dès les premières réunions, déjà, il est en porte-à-faux avec la logique du pouvoir. Soit il démissionne ou on le met en prison, soit il joue le jeu. C'est tout. Donc, le chef ne s'improvise pas en Afrique et chez nous. Le deuxième élément, c'est les gens qui essaient de dire qu'on est chef de la part de Dieu et tant qu'on y est, on y reste. Ça, c'est un Nkurunziza. J'y suis, si j'y suis, c'est Dieu qui me l'a permis. Quelque part aussi, les autres le disent, mais d'une manière différente. Alors, quelqu'un qui pense qu'il est là, parce que Dieu l'a mis là, je ne comprends pas comment on peut le faire partir. Donc, vous voyez, la notion de chef est maintenant dans l'esprit de quelqu'un comme Kagame, c'est de dire, le chef, on lui doit tout, même la vie. Regardez son discours du 30 juin 2013, où il dit que le seul fait qu'on les Hutus, on les pardonne, déjà, ils devraient se sentir déjà heureux. Ça signifie, vous devez louer ma magnanimité parce que je vous pardonne. Si vous vivez, c'est parce que je vous pardonne. Si vous vivez, c'est grâce à moi. Et aux autres, c'est comme s'il dit, on devait vous finir si je n'étais pas intervenu pour arrêter le génocide. Donc, lui, ce n'est pas un homme, lui, c'est un Dieu, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui permet aux gens de vivre.
Donc le chef, on lui doit tout. Si on lui doit tout, comment lui demander de quitter le pouvoir? Voilà c'est pourquoi il dit, dans son discours le 31 décembre dernier, il dit vous m'avez demandé de rester au pouvoir, vu les circonstances, j'accepte. Donc c'est-à-dire que pour lui, dans son esprit, il n'y a même pas d'élection. Mais il est là, c'est-à-dire qu'il n'y aura d'élection que dans la mesure où il les gagne. Comment parlons-nous d'élection dans ce cas? Est-ce que les populations ont un choix? Les populations n'ont pas de choix. Comme je vous dis, Moïse Katumbi au Congo a été plébiscité par des groupes d'opposition, par l'ensemble de la société civile. Il est très dangereux pour le pouvoir de Kabila. Et maintenant, on va dire tout simplement qu'il a fait le crime, le plus beau crime du pays, là, le crime d'attentat à la sûreté de l'État, la sûreté intérieure et extérieure. Et maintenant, il est obligé de quitter le Congo. Il va se faire soigner. Maintenant, j'entends qu'il est maintenant en Angleterre, etc. Mais je ne crois pas qu'il rentre parce qu'on veut le mettre hors d'état de nuire. Donc, les populations, est-ce qu'ils ont un choix? Les populations n'ont pas de choix. Et je ne vais pas m'éterniser sur ces questions. Il n'y a pas d'élection dans la région des Grands Lacs. Les élections, c'est le rendez-vous de la violence, le rendez-vous de la mort. Les élections, c'est une désolation dans nos pays. La situation est pire qu'avant l'avènement de la démocratie en 90. Au moins, il y avait des dictateurs, mais les gens n'étaient pas aussi poursuivis, pourchassés, tués que maintenant. Donc, les élections, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de nous acclimater à cette démocratie occidentale. Mais dans l'esprit des dirigeants qui sont en Afrique des Grands Lacs, il n'y a pas possibilité d'alternance. Ça n'existe pas dans leur langage. Ils sont là, ils doivent rester. Donc, moi, j'invite simplement des fondations comme les vôtres, l'Institut Sendashonga, de continuer ces efforts. Moi, je pense que c'est un institut qui devrait peut-être évoluer vers la forme d'un institut universitaire pour former les gens à la pratique de la démocratie, à la critique de la démocratie, et puis aider les peuples de la région des Grands Lacs, donner votre contribution, notamment aux attitudes, aux tentatives pour suivre de près ces dictatures, des dictatures qui sont solidaires. Moi, je pense que c'est des dictatures qui sont interliées. L'Ouganda et le Rwanda ont besoin d'un Kabila à Kinshasa qui ne les gêne pas, qui ne les empêche pas de faire ce qu'ils veulent. Si aujourd'hui la guerre commence à venir à l'Est, en général, Kabila est là, ça ne le gêne pas parce qu'il va pouvoir dire non, non, vous voyez, il y a des affrontements sur le territoire, le moment n'est pas à faire des élections. Donc, quelqu'un comme un voisin qui est un prédateur, il va faire d'une pierre deux coups, il entre en Ouganda, il entre sur le territoire congolais, il va se servir comme d'habitude, il va tuer qui il veut, mais il arrange celui, le dictateur qui a Kinshasa, qui va dire voici le contexte, ce n'est pas approprié pour les élections et je reste là et je vais prolonger mon mandat comme je veux. Donc, continuez les efforts que vous faites. Je souhaite longue vie à l'Institut Sendashonga, que vous puissiez continuer, que vous puissiez évoluer dans votre statut, que vous puissiez grandir et avoir des antennes, et de suivre ce qui se passe dans la région des Grands Lacs, et d'appuyer les acteurs qui, tous les jours, sont confrontés à ces questions, même en les évoquant, les problèmes dans la région des Grands Lacs. On se doit d'être humble, parce que ceux qui les vivent au jour le jour, c'est eux qui savent combien c'est dramatique. Je m'arrête pour l'instant. Je vous remercie.